faudrait que je sache dessiner pour vous présenter notre invité sans le nommer. Imaginez des décors gris, bleus et rouge sang. Essayez de visualiser des personnages au look futuriste, au regard profond, à la mine sombre. Transposez-vous dans un espace urbain, plein de lignes, plein de mouvements, plein de brouillard. Vous aurez alors à l'esprit une partie de son univers et de ce qu'il est, un auteur de bande dessinée que certains qualifient de politique, moi j'ajouterais philosophique, car c'est une réflexion sur le monde qu'il délivre dans ses œuvres, notre monde tel qu'il est et notre monde tel qu'il sera. Ses récits par anticipation montrent qu'il pressent l'histoire avant même qu'elle s'écrive. 3 de ses albums ont prédit l'avenir. Partie de chasse, qui annonçait la fin du bloc communiste, Le sommeil du monstre, qui prédisait les attentats du 11 septembre, Animal Z, qui nous plongeait dès 2009 dans un monde ravagé par le dérèglement climatique. Se sent-il alors visionnaire ou prend-il seulement le temps d'observer le monde? Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue, Enki Bilal. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici, au Sénat. Merci dans de le m'inviter. Dôme Tournant. C'est un endroit magnifique. Un endroit magnifique qui peut-être vous inspirera, on l'espère. Qu'est-ce qui est votre qualité première? Est-ce que c'est le sens de l'observation que vous avez et qui vous différencie des autres? C'est ce qui fait que peut-être vous êtes visionnaire? C'est difficile d'analyser un peu sa démarche de créateur, mais en tout cas, je pense que je m'intéresse déjà énormément au monde dans lequel je vis, tel qu'il est. Je voyage dans ce monde avec le souvenir de ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Et quand on est dans un pays comme la Yougoslavie, je suis né à Belgrade, Bien sûr. au début des années 50, quand on est dans un pays comme ça, on est forcément marqué par l'atmosphère, l'ambiance politique et géopolitique qui y règne. Donc c'était quelque chose d'assez prenant. Tito, qui dit non à Staline, la fin de la guerre, enfin bon, tout ça c'est chargé. Donc peut-être qu'inconsciemment, gamin, j'ai ressenti tout ça. Et c'est devenu une matière, en fait, après mon travail avec Pierre Christin, j'ai rencontré, on a travaillé sur, effectivement, le politique. Et moi, j'ai amené, évidemment, la prospective parce que je m'intéresse vraiment énormément à cette zone qui est très proche, qui s'appelle le futur proche, et qui est une conséquence du présent que l'on vit et du passé que l'on a plus ou moins digéré. Donc voilà, c'est un peu tous ces éléments-là. Alors, est-ce que je suis visionnaire? Forcément, je me mets dans cette position, je suis libre. Je ne suis pas journaliste, donc moi je peux aller au-delà des faits, et puis je peux délirer. Donc en fait, il y a une forme de délire quand même, hein. Il y a de plaisir aussi à imaginer le futur, et puis à mettre toujours au cœur de ces récits, qui peuvent être parfois durs, c'est vrai, hein, de l'humour, second degré, et des personnes, les humains, qui sont finalement les outils de la marche du monde. Alors vous êtes un passionné de géopolitique en général et par ce qui se passe à l'Est en particulier pour cause. Hein, vous parlez vous-même de votre culture de l'Est, c'est lié à votre histoire. Je la rappelle en quelques mots. Vous êtes né Enes Bilal à Belgrade, en effet, en République fédérative socialiste de Yougoslavie. Vous êtes né, avez grandi dans le bloc communiste. Vous avez dit un jour, si j'étais né dans un pays tranquille, j'aurais été moins préoccupé par la géopolitique. C'était quoi le quotidien d'Enes Bilal avant ses 9 ans, avant qu'il n'arrive Enki déjà, on m'appelait Enki tout petit, vous savez, c'est un diminutif. Enes, c'est mon vrai prénom, et Enki, c'est petit Enki. Voilà, donc j'étais un petit Enki dès le départ. Et c'était quoi le quotidien du petit Enki? Alors qu'est-ce qu'il faisait, les petits Enki? Il jouait beaucoup au foot, il jouait au basket, dans le parc qui était en face de chez lui. Il faisait de la luge en hiver, parce qu'il y avait plein de neige. Et il dessinait aussi, j'ai commencé à dessiner très tôt. C'est là-bas que vous commencez à dessiner, que le dessin même est un refuge, c'est ce que vous Alors, dites? le dessin, au début, c'est une passion, je découvre quelque chose. Je dessine beaucoup sur les trottoirs, d'ailleurs, dehors. Je passais énormément de temps dehors, parce que Belgrade était une ville, finalement, très, très ouverte et très sûre. Il n'y avait pas de danger. Enfin bon, voilà, c'est une vie assez agréable, en fait. C'est devenu plus tard, quand je suis arrivé en France, à Paris, c'est devenu un refuge pour des raisons, parce que la vie n'était pas facile tous les jours, hein, dans le contexte dans lequel on était. Donc c'est devenu, à ce moment-là, c'est devenu un refuge, oui, c'est vrai. Et c'est là que ça s'est fait, en fait. Mon style s'est fait dans cette période-là. Votre père, lui, était tailleur, bosniaque musulman non pratiquant. Il était le tailleur officiel de Tito, chef de la résistance communiste yougoslave, qui deviendra président de la République à vie.
de la Yougoslavie. Et à ce propos, j'ai un document à vous proposer. C'est une archive qui nous a été délivrée par nos partenaires, les Archives nationales. C'est un petit rituel dans cette émission. Il s'agit là d'un communiqué qui n'a finalement jamais été diffusé, mais qui a été écrit et rédigé par le général de Gaulle. C'est sa réponse, un peu agacée et même fâchée, à la déclaration de Tito, qui à l'ONU le 23 septembre 1960 appelle à reconnaître au peuple algérien le droit à l'autodétermination et à organiser au plus vite un référendum en Algérie. Et la réponse de Gaulle, la voici. À Paris, on tient pour regrettable ces déclarations de la part du détenteur d'une autorité qui n'a jamais permis aux citoyens yougoslaves d'exprimer librement leur opinion. Cette prétention ainsi affichée à faire la leçon à la République française apparaît comme dérisoire. Alors 2 ans plus tard, l'Algérie devient indépendante, mais on sait que De Gaulle ne pardonnera jamais à Tito d'avoir soutenu la décolonisation. Qu'est-ce que ça vous fait de D'abord, voir je ne connaissais pas évidemment ce document, c'est assez cash, hein. On reconnaît là le général de Gaulle. Ouais. Alors, c'est étrange, parce qu'effectivement, Tito, au sortir de la guerre, il a été, comme il a dit non, ça c'est très important. Staline, évidemment, à ce moment-là, il veut que la Yougoslavie rejoigne le camp communiste. Et lui, qui était communiste, Tito, il refuse. Il ose dire non à Staline, ce qui est extrêmement bien reçu par le camp occidental, Churchill, Roosevelt, etc. Bon, bref, tout le monde, De Gaulle aussi, peut-être à ce moment-là, il a trouvé ça bien. Donc, Tito devient un peu le héros de l'Occident, parce que c'est celui qui a résisté aux communistes, Staline, et c'est celui qui ensuite va faire participer au mouvement des non-alignés. Donc, c'est une situation assez confortable pour Tito, qui peut continuer à être une espèce de dictateur soft, mais adoubé par l'Occident. Ça, c'est des paradoxes et souvent les problèmes de la morale politique globale. Donc ça, j'ignorais cette histoire. Je ne savais pas que c'était... Parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, à la banlieue parisienne, j'avais 9 ans, donc en 60, début des années 60, et il y avait, moi je sens à ce moment-là, je découvre qu'il y a que la France est un pays en guerre. Alors évidemment, il n'y a rien dans les rues de la banlieue où je suis, ni même dans Paris, ni même en France. Ça se passe en Algérie. J'ignorais complètement cette histoire-là. Oui, parce que même dans la première version de ce communiqué, il y avait la mention dictature totalitaire. Et c'est rayé. Est-ce que vous diriez que c'est dommage que finalement les dirigeants occidentaux, et notamment De Gaulle, auraient dû hausser le ton davantage avec ces dirigeants du bloc communiste ? Là, il s'adressait à Tito. Mais Tito, lui, il ne se considérait pas vraiment comme un dictateur. Et même l'Occident ne le considérait pas vraiment comme un dictateur. Parce que la preuve, mon père a pu partir. Enfin bon, évidemment, c'était pas le rideau de fer. Mais donc moi, je fais un distinguo quand même entre la Yougoslavie de cette époque-là et même d'après, qui sera effectivement un régime autoritaire, dictatorial. Mais je rajoute toujours le mot soft, parce que c'est pas le stalinisme dont on découvrira la monstruosité petit à petit. Donc, alors ça, De Gaulle, il a sa façon aussi de remettre les choses en place. C'est quand même, c'est sa personnalité. C'est cash, c'est oui ou non. Et quel est votre regard aujourd'hui sur, alors non pas le stalinisme, mais le poutinisme ? C'est-à-dire comment vous voyez cette situation aujourd'hui ? Est-ce que, si on revient à ces leaders occidentaux qui osaient dire les choses, mais pas non plus de façon si radicale, est-ce qu'on aurait dû hausser le ton davantage avec un Poutine ? Je veux dire autre chose. Moi, je ne pense pas qu'on n'aurait pas dû hausser le ton. On aurait dû, au contraire, lui caresser dans le sens du poil ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Pourquoi ? Il souhaitait... Moi, je me souviens de Hubert Védrine. J'ai entendu dire ça il n'y a pas longtemps, en 2001 ou 2002, alors que Poutine arrivait au pouvoir en Russie. Il s'est affronté avec lui de manière assez verbale, mais assez forte. C'était à Moscou. Et à la fin de ces discussions assez fortes, dont j'ignore les tenants et les aboutissants, Poutine lui aurait dit « Mais nous aurons besoin de vous, de la France, pour comprendre l'état de droit. » Donc ça, c'est quand même une archive. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Alors, donc il y avait une main tendue, vous voulez dire, de la part c'est pas une main tendue, de Poutine qu'on n'a pas su prendre. Je pense qu'il a été humilié parce que les Anglo-Saxons, les Américains et les Anglais ne voulaient surtout pas
que la Russie se rapproche de l'Europe, pour des raisons stratégiques, etc. Et voulait que... Et donc, en fait, Poutine, je pense qu'il aurait souhaité que l'Europe lui tende la main. Bon, ça ne s'est pas fait, et ensuite, évidemment, ça a été la dérive, parce Et on n'humilie pas un agent du KGB, quoi. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. On savait d'où il venait. Donc, on n'humilie pas un ex-agent du KGB. Et le monstre qu'il est en train de devenir, qu'il est déjà devenu, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne suis pas le seul à le penser. Évidemment, il y a des gens beaucoup plus spécialisés qui ont étudié ça. Et moi, je suis pour la nuance. Donc, je dis ça avec beaucoup de tranquillité. Hein. On peut me dire que je suis pro-poutinien en disant ça, parce que maintenant, c'est basique. Hein. C'est oui ou c'est non. Donc, je suis contre Poutine à fond. Mais vous êtes dans la nuance j'essaie de mettre ça dans la perspective de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas mal tourné quand même, hein, si on lui avait tendu un peu la main. Si on revient à votre histoire personnelle, et vous avez un tout petit peu parlé de cette arrivée en France, c'est aussi la découverte de Spirou, de Tintin, de Pilote, un hebdo de bande dessinée qui va beaucoup vous enthousiasmer. Le dessin est alors effectivement un refuge, le cinéma aussi, pendant que votre père part sur les champs de course le dimanche. À 15 ans, vous décidez de demander un rendez-vous avec René Goscinny, cofondateur de Pilote, et vous l'obtenez, ce rendez-vous. Vous nous racontez ? Oui. Oh oui, je me suis dit, dès que j'ai posé le téléphone, mon père avait sa boutique de maître tailleur tout près de la rue du Louvre. Donc j'étais tout près de la rédaction de Pilote. Et lorsque je pose son téléphone en bakélite noir, je me souviens de ça, qui sentait le tabac, mon père fumait beaucoup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ils m'ont dit oui. Peut-être j'espérais qu'ils me disent non, on ne reçoit pas. Ils m'ont dit oui. Bah, je sais pas, la semaine d'après, j'étais dans les locaux de Pilote et reçu donc par ces deux rédacteurs en chef, Jean-Michel Charlier et René Goscinny. Et voilà, je montre mes dessins tout simplement. Je les reconnais parce que je n'avais pas vu des photos d'eux avant, mais dans Pilote, souvent, ils étaient représentés par les autres dessinateurs. Donc je reconnais par les caricatures. La réalité, je les retrouve. Ils ressemblent tout à fait à ceux qui les avaient dessinés. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient vos dessins ? Ils me disent, voilà, non, ils ont trouvé que c'était bien, que je dessinais plutôt bien, que j'avais un bon coup de crayon. Ils m'ont dit, mais, continuez, mais passez votre bac d'abord. Voilà. Passez votre bac d'abord. Je me souviens qu'ils m'ont vouvoyé. Voilà. Donc ça m'avait un peu surpris aussi. Et je suis revenu, voilà, après le hasard a voulu permettre que je puisse revenir. Oui. Je me suis replongée dans l'histoire de Pilote en préparant cette émission et j'ai retrouvé un extrait de l'édito de Philippe Mello dans le tout dernier numéro en octobre 1989 et il écrivait ceci: « Votre magazine, l'initiateur de la bande dessinée adulte, a vécu. Celui qui a fait éclore les plus grands chefs-d'œuvre du 9e art, permis à plusieurs générations d'apprendre à lire et dont la renommée s'étend jusqu'à Tokyo ou San Francisco, s'éteint aujourd'hui. » J'ai trouvé ça très joli. Est-ce que ça évoque pour vous des souvenirs heureux, une certaine nostalgie aussi ? C'était une machine, la bande dessinée, en fait, culturellement, la bande dessinée franco-belge était devenue quasiment une machine de guerre. C'est quelque chose de très, très important qui s'est passé à ce moment-là. Et ce moment est effectivement assez douloureux, notamment pour René Goscinny. Moi, j'étais triste de cette fin un peu violente. Je crois qu'il l'a mal vécu et je comprends parfaitement. Mais quand je dis machine de guerre, c'est que les auteurs étaient dans une espèce de logique, de créativité absolue, d'émulation. Vraiment les uns inspiraient les autres. Il y avait un vrai élan qui s'est ouvert sur l'humour décalé, l'humour trash, sur le dessin, le sexe, la représentation de choses qu'on n'osait pas montrer avant, parce que la bande dessinée, c'était un peu considéré comme un genre enfantin. Là, tout d'un coup, on devient adulte et on s'exprime librement. Et donc, cette machine de guerre, elle commence effectivement à toucher Hollywood, etc. Métal hurlant arrive, l'écho des savanes, à suivre. Enfin bon, bref, c'est une époque assez incroyable. Et donc voilà, c'est l'histoire, la marche de l'histoire, et Pilote, effectivement, qui aura été le vivier de beaucoup de grands artistes de la bande dessinée franco-belge. Un style d'ailleurs qui n'est pas le vôtre aujourd'hui. Comment vous le définissez, vous, votre style, votre graphisme, votre façon à vous de vous exprimer par le dessin ? C'est par le dessin et par l'écrit. L'écrit a énormément d'importance. Donc, je ne sais pas, moi, c'est ma façon de raconter. Donc, c'est de la bande dessinée sans doute, hein, mais je m'éloigne un peu des codes classiques, traditionnels. Ouais. Parce que je trouve aussi que c'est un monde assez fermé et assez fermé sur la nostalgie, assez tourné vers le passé. Je ne parle pas seulement des sujets, mais aussi du fonctionnement. Donc,
À un moment donné, voilà, peut-être parce que j'avais fait d'autres choses, j'avais commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai fait des films, j'ai fait de la scénographie pour des spectacles, des choses comme ça, de la peinture, de plus en plus de peinture. Donc tout ça, ça m'a amené à peut-être considérer que c'est la façon d'utiliser ces outils pour raconter de manière libre. C'est le fait, la liberté de raconter, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et donc j'ai adapté les outils que sont le dessin et l'écriture à une narration qui m'est devenue propre. Et vous avez effectivement plein de supports pour cette narration. Vous êtes évidemment sorti de la bande dessinée. C'est le panel de vos activités est énorme. Jusqu'où ça pourrait aller? Jusqu'où pourriez-vous aller? Est-ce que, je sais pas, vous pourriez imaginer une Marianne? Enfin, jusqu'où ça pourrait aller? Non, 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 non. Non, non. Pourquoi non? D'ailleurs, j'ai pas donné suite à une proposition pour l'affiche des Jeux Olympiques parce que je trouvais qu'il y a trop de contraintes. Donc, On vous l'avait proposé? Bah, dans un concours, mais moi, d'abord, je fais pas les concours et puis surtout, moi, j'aime pas les contraintes. Donc, forcément, c'est normal qu'il y ait des contraintes. Donc, moi, je veux garder ma liberté. Donc, la Marianne, non, pour l'instant, il n'est pas question de ça. C'est intéressant parce que vos albums sont pleins d'éléments futuristes, plein d'innovations scientifiques. Et je vous entendais dire il y a quelques mois que vous n'aviez pas du tout l'esprit scientifique. Je vous cite: les scientifiques sont fascinés par ce que je propose, par la liberté que je prends avec les sciences, voire par les aberrations. Et ça m'a fait penser que récemment, il y a l'armée française qui avait engagé des auteurs de science-fiction pour imaginer les menaces du futur. Comme quoi, il n'y a pas de paradoxe finalement. Science et pouvoir sont très liés aussi. On vous a déjà consulté pour vous demander comment vous imaginiez le futur au plus haut niveau de l'État? Non, non, je pense qu'on a peur de me consulter. Donc, Pourquoi? parce que je prévois l'avenir, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Non, non, ça pourrait servir. Non, je prévois pas du tout l'avenir. Non, mais j'ai pas été consulté. Non, non, mais c'est... en fait, les artistes, je pense que c'est l'une des spécificités de l'art, c'est de montrer ce que les autres ne voient pas. C'est d'avoir cette démarche libre, personnelle. Et donc, quand on s'intéresse à la marche du monde, je pense qu'un artiste, quel que soit son domaine d'expression, devrait proposer sa vision. Voilà. Et ces visions, souvent, effectivement, elles peuvent tomber justes. Donc, moi, je trouve tout à fait... Je n'ai pas été consulté pour cette histoire par l'armée, mais je trouve ça très, très pertinent et je trouve ça plutôt très, très bien. Ouais. Si demain, un président de la République vous appelle et vous dit: Enki Bilal, j'ai besoin de savoir comment vous voyez l'avenir, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est déjà un peu arrivé. Donc, j'ai donné mon avis. C'est pas fini, hein, parce C'est que pas fini, non, bien sûr. on vous parle souvent, surtout depuis la sortie de votre série Bug en 2017 chez Casterman. C'est le thème de la mémoire qui semble être pour vous un sujet central. Et Bug, c'est quand même l'histoire d'une perte de mémoire collective, parce que tout numérique, le monde se retrouve paralysé, parce qu'il n'y a plus de données numériques. Enfin, plus précisément, il y en a un qui l'a, mais pour tout le monde. Mais donc, plus de mémoire. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui vous semble plausible? Alors oui, bien sûr. Alors je ne pense pas qu'un bug aussi général que celui que je propose soit possible. Hein, mais j'ai pris exprès l'extrême. Mais c'est effectivement, il y a des pare-feux, il y a tout. Enfin, mais c'est effectivement, on est dans un monde qui, à force de jouer avec des choses aussi complexes, aussi impressionnantes et aussi sophistiquées, on finit par se tromper, par se prendre les pieds dans les fils. Donc c'est un danger, mais je ne pense pas que ça puisse être aussi radical. Par contre, ce que dit, vous l'avez dit, vous avez parlé de mémoire, c'est effectivement le vrai sujet, c'est ça en fait. Je crois que tout à l'heure vous me dites, vous êtes né à tel endroit, c'est comme ça qu'on est tous faits dans nos vies, des endroits d'où l'on vient, la mémoire qu'on trimballe, on a ça en nous, chacun, individuellement, et ça fait ensuite masse pour créer des sociétés. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc si un bug arrive, aujourd'hui, on est en train quand même de perdre la mémoire, tout simplement parce qu'on délègue trop au numérique. Moi, le premier, on délègue trop, c'est-à-dire qu'on met des fichiers, on met de côté, etc., en disant c'est bon, je garde ça pour plus tard. Et la mémoire vivante, le cerveau travaille moins. On travaille différemment, parce qu'on est pris par l'accélération du numérique, l'accélération du temps, de l'information, même l'information a changé. Donc tout ça, c'est assez inquiétant. Ça fait de nous des êtres vulnérables. Ce tout numérique fait de nous, fait de l'être humain, des êtres plus vulnérables encore. Je pense qu'on se rend pas compte parce qu'on est dans l'addiction. Donc toute addiction, alors que ce soit la drogue ou le numérique, toute addiction a des effets négatifs. Et ça, typiquement, ce sont des choses que vous soufflez aux responsables politiques qui
peuvent peut-être avoir votre oreille. Oui, mais je pense qu'ils le savent, ils le comprennent, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le mets dans mes histoires. Je ne suis pas du tout un conseiller d'homme politique ni de président, même si ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé avec qui? Avec le président actuel. Avec Emmanuel Macron. Oui. Vous l'avez déjà un peu... Oui, alors, non, peut-être que le mot conseiller n'est pas bon, mais enfin, vous avez échangé là-dessus. Oui, un très bon échange. Parce qu'il était demandeur, parce que lui-même avait besoin de savoir. Oui, il s'intéresse énormément à tout ça, bien sûr. Le respect de la planète est aussi un sujet central dans votre œuvre. Vous alertez très tôt sur la crise climatique, je l'ai un peu dit en introduction. Vous dites souvent que l'humain massacre la planète. Dans L'homme est un accident, livre-entretien avec Adrien Rivière chez Belin Éditions, vous parlez de planétologie plutôt que d'écologie, parce que nous avons besoin de la Terre, mais elle, pas de nous. Sur ce sujet, d'ailleurs, vous incriminez le court-termisme politique. Oui, bien sûr. Vous en avez contre les partis écologistes qui, pour non, mais vous, là, ne font pas le job, quoi. Non, mais c'est consternant. L'image qu'on a de l'écologie politique, c'est consternant. Donc je préfère ne pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire, pourquoi consternant ? Ils font ce qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, si je dois les défendre. Non, c'est du court-termisme, des petites visions. C'est idéologique avant tout. Donc, c'est des gens qui s'intéressent apparemment pas à la planète. C'est l'idéologie qui prime. Donc, moi, il faut se débarrasser de l'idéologie d'abord. C'est l'idéologie qui les aveugle, vous diriez ? Oui, ils sont voilà. Donc, c'est pas... Enfin, bon, c'est mon point de vue. Hein. Donc, je pense que c'est un combat qui mérite une vraie guerre, mais planétaire, c'est-à-dire globale. Tous unis. Bon, alors là, on a des messes régulièrement, ils se rencontrent, voilà, ils prennent des petites mesurettes, mais ça ne suffit pas. Donc, voilà, malheureusement, je trouve qu'on est à côté du vrai sujet et de la façon de le traiter. Mais moi, je ne donne de leçons à personne. Hein, et cette suite concernant l'état de la planète, vous la voyez comment ? Parce que vous le dites, vous dites notamment qu'à un moment donné, le continent africain ne sera plus vivable. Ça supposera évidemment des déplacements de population qui viendront dans des terres évidemment vivables comme les nôtres en Europe, avec un climat plus tempéré, encore qu'il se réchauffe aussi. Ça veut dire que pour vous, ça va forcément se finir par des guerres, c'est le mot ? Je ne vais pas imaginer ce qui va se passer vraiment, mais Jean-Luc Borloo fait un combat depuis très très longtemps sur l'Afrique, sur l'électrification, sur des alertes sur la démographie galopante. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on sait depuis des décennies. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi on ne travaille pas dans ce sens, mais les déplacements des populations vont se faire tout naturellement. Oui, certains appellent ça le grand remplacement idéologique, etc. Donc, ce sera peut-être le grand remplacement, mais purement naturel. C'est-à-dire que les populations se déplaçaient il y a 5000 ans, quand il faisait trop froid à un endroit, on allait à un endroit plus chaud, et inversement. Et donc là, avec le réchauffement, il est évident que, et la démographie, il est évident que l'Afrique va remonter. Donc comment faire ? Déjà, on ne sait pas. Et là aussi, je pense qu'il faut des logiciels neufs. Je ne sais pas, on a encore que dans des trucs idéologiques, des jugements moraux. Enfin, on n'arrive pas à prendre le sujet à bras-le-corps. L'Europe ne semble pas vraiment exister sur ce truc qui est très très important et qui est notre avenir dans les 10-15 ans qui viennent. C'est hyper important. J'ai des photos pour vous, là aussi un rituel de notre émission. J'ai eu envie de commencer avec celle-ci. Alors peut-être que le public n'identifiera pas tout de suite ce que c'est, mais je suis sûre que vous saurez ce que c'est. C'est la couverture d'un manga. Oui. One Piece, l'un des mangas les plus lus en France. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus, lus par les plus jeunes essentiellement. Justement, quel regard vous portez-vous sur ce phénomène de manga qui a envahi notre univers et celui des enfants en particulier ? Alors, c'est un phénomène. Donc c'est un vrai phénomène, oui. Je suis surpris par la manière dont ça s'est c'est vrai ? installé. Vous êtes surpris ? Ah oui, je ne pensais pas. 30 millions, ça me paraît sidérant, effectivement. Et c'est que One Piece. J'en ai quasiment jamais lu de manga. C'est pas vrai. Personnellement, non. Pourquoi ? Ça vous intéresse pas ? Je lis très peu de bande dessinée, mais le manga, j'ai essayé, j'ai vu comment ça fonctionnait. Il y a des choses très très bonnes. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Hein. Il y a au Japon, il y a vraiment, c'est une vraie culture. Hein. C'est très impressionnant et il y a des choses très, très, très bien faites, vraiment. Une autre photo, peut-être vous la reconnaissez, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Vu que vous aimez la géopolitique, j'ai eu envie de vous montrer cette femme. C'est le visage politique de l'Italie, Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres, chef du parti d'extrême droite qui a remporté les dernières législatives. Comment vous voyez
alors, pas ce phénomène, mais enfin en tout cas cette femme arrivée au pouvoir, cette Italie à nouveau mussolinienne peut-être? Alors, bon, moi je suis un adepte de la nuance. Je ne supporte pas le binaire et je trouve on est trop dans le binarisme à tous les niveaux. Donc ceux qui crient fascisme, retour du fascisme en Italie, je trouve qu'ils sont à côté de la plaque. Je trouve que c'est une erreur. Il faut réfléchir. Moi, je pense qu'il faut la laisser faire. Si elle est d'où elle vient. Donc, si elle vient effectivement d'une fascination de Mussolini, il faut voir ce qu'elle en a fait, cette fascination. Il faut juger sur pièce, parce que c'est les Italiens qui l'ont élu. Bon. Donc, la bien-pensance qui s'agite pour dire attention au fascisme, attendons de voir. Mais personnellement, il est évident que jamais je n'aurais voté pour quelqu'un de son bord. Voilà. Mais elle ne vous fait pas peur, pas plus que ça finalement? Pas plus que ça, parce que, puis en ce moment, on a quand même Poutine aux portes de l'Europe, donc... non, ça ne me fait pas peur, parce que je pense qu'on a... comment dire, si on débat, c'est ça le problème, si on débat, si on affronte politiquement, par le débat, l'extrême droite, je pense qu'on la démonte assez facilement. Donc des mots, débattre. Une dernière photo, c'est l'astéroïde Dimorphos. Oui. La NASA l'a volontairement percuté pour le dévier de sa trajectoire. Test grandeur nature au cas où un jour un astéroïde nous percuterait, vraiment. Ça a marché. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité a réussi à dévier volontairement la trajectoire d'un astéroïde dans l'espace. Peut-être que c'est tout simplement comme ça que la planète cessera d'exister par un astéroïde géant qui la percute. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans les temps très anciens. Et les dinosaures ont disparu à cause effectivement d'une grosse météorite qui a plongé la planète pendant des milliers d'années dans un chaos absolu, dans la mort, la disparition de la vie, quasiment. Mais ça, c'est marrant parce que il y a un observatoire à Madagascar de Charles Gassot, qui est un ami qui a créé l'école du monde là-bas, qui a été le premier à voir l'impact de ce tir sur cette météorite. Et donc, je suis censé lui faire un tableau à partir de cet impact. Donc, c'est bien que vous me sortiez ça. C'est incroyable, parce que je l'ignorais complètement. Absolument. Belle coïncidence, en tout cas, j'ai pensé à vous quand j'ai vu cet astéroïde. Une dernière question qui est en lien cette fois avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. À Enki Bilal, nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, là-bas la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle ou est-ce qu'il y en a une qui manque, qui vous caractériserait, celle à laquelle vous penseriez là maintenant? Non, je pense que c'est hyper cohérent. Enfin, l'ensemble fonctionne bien. C'est censé produire une belle société. C'était ça l'idée, non? Et on s'arrêtera là. Merci infiniment, Enki Bilal, d'avoir été notre invité dans Un Monde, un regard. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Et je vous reprécise, si vous l'ignorez, que l'émission est aussi disponible en podcast. Merci infiniment. À très vite sur Public Sénat. Merci. Merci.